Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur une nouvelle émission de Voix de fait, la chronique politique. Et nous avons avec nous ce soir le parti politique CDH. C'est pour disons, une spéciale élection 2018. Et nous allons aborder que les sujets qui sont liés directement en fait à la politique communale. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous, Mounir Larissi, qui est échevin de la culture et de l'emploi à la commune de Jette. Nous avons aussi Anne-Gilles Joris, c'est ça, si je prononce bien. Voilà. Échevine de l'action sociale à Molenbeek-Saint-Jean. Vous êtes aussi vice-présidente du CDH bruxellois. Voilà. Donc, nous avons aussi Hamza Fassifehri, qui est député, vice-président du CDH et aussi conseiller communal à la ville de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première. Et donc, ma première question s'adresse, bien sûr, les questions sont générales, ils s'adressent à tout le monde. Celui qui veut répondre, voilà, il n'y a pas de ceci. Donc, première question, donc, pensez-vous qu'il faudra mettre en place une nouvelle façon de faire de la politique en Belgique et surtout après un état d'affaires et de problèmes qui ont touché directement, indirectement les citoyens, qui ont un petit peu basculé cette idée de s'intéresser à la politique en Belgique? Qui veut répondre? On peut se lancer. Merci d'abord pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux avec les collègues du CDH d'être avec vous ce soir pour discuter des élections communales et des priorités du CDH. Et c'est vrai que vous faites bien de commencer avec cette première question parce que ce sujet qu'on appelle la gouvernance, qu'on appelle la démocratie participative, qu'on appelle l'éthique en politique, c'est vraiment quelque chose où on a senti qui est très fort dans l'esprit des gens. En fait, les gens en ont un peu marre de la répétition des scandales. Et à la ville de Bruxelles, où moi je suis dans l'opposition, on a été en première ligne pour assister, rappelez-vous, le scandale du SAMU social, un terrible scandale, honteux, où on a vu que certaines personnes n'avaient plus le repère aux normes, à la normalité, et ils se faisaient rémunérer sur l'argent qui était destiné aux plus pauvres parmi nous dans la société. Ça, c'était le SAMU social. Il y en a eu d'autres en Wallonie et d'autres à Bruxelles. Et donc, il y a un ras-le-bol. Il y a clairement un ras-le-bol. Et donc, c'est un enjeu important pour tous les partis démocrates de mettre tout le paquet pour recréer de la confiance avec les citoyens. Et donc, évidemment, au niveau local, c'est une bonne occasion parce que la commune, c'est le lieu politique où le citoyen se sent le plus proche de l'institution qu'il représente. Ici, j'ai des collègues qui sont échevins tous les deux, ils le diront mieux que moi, mais au niveau communal, les citoyens se sentent très proches de leur bourgmestre, très proches de leur échevin, très proches de leur conseil communal. Et donc, c'est un bon endroit pour commencer à recréer cette confiance. Alors, pour le CDH, on a des propositions très fortes pour recréer ce lien. Je ne vais pas rentrer dans les détails des propositions, sauf si vous le souhaitez, mais la philosophie générale qu'on va retrouver dans les propositions, c'est de dire qu'il faut replacer le citoyen électeur au centre de la participation de la vie politique au niveau local. Il ne doit pas juste voter tous les 6 ans, et puis plus ou moins, on ne sait pas trop ce qu'il pense, ou bien on lui demande de temps en temps son avis dans des réunions. Il faut qu'il soit présent dans tous les moments, à tous les moments de la décision politique. Il doit réfléchir les projets avec le collège, il doit arbitrer le choix des projets avec le collège, il doit évaluer les projets avec les collèges, et puis il doit sanctionner le travail du collège. On appelle ça la démocratie participative. Et donc, une des manières de rendre ça possible, c'est le numérique. Les technologies de l'information et de la communication. Il y a peut-être des gens qui nous regardent en direct sur Internet maintenant, on les salue aussi. Internet nous permet de faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et donc, on voudrait créer des plateformes dans les différentes communes, une plateforme Internet, par exemple, où chaque citoyen peut déposer une idée pour sa commune, pour son quartier, et les gens peuvent voter sur l'idée. Ça, c'est dans le programme du CDH à la ville de Bruxelles, et je pense que dans d'autres communes, il y a des propositions. Ça, c'est avant élection, après élection? Ça, c'est pendant l'année. Pendant tous les jours de l'année, pendant les 6 ans de la législature, les citoyens peuvent déposer les idées qu'ils souhaitent, voir se concrétiser dans leur quartier, et s'ils obtiennent un certain nombre de votes sur le site Internet, par exemple, ça dépend de la taille des communes, mais disons 1500 personnes à la ville de Bruxelles, par exemple, si 1500 personnes votent pour cette idée, le collège est obligé de réfléchir à cette proposition. Alors, il va la faire ou il va pas la faire, mais il doit l'examiner sérieusement, avec les experts, avec les fonctionnaires, avec l'associatif, avec les citoyens, et puis il doit décider ce qu'il fait de cette idée, s'il va lui donner une suite ou s'il va pas lui donner une suite. Et s'il ne lui donne pas une suite, il doit expliquer pourquoi. Donc ça, c'est une manière très concrète
pour donner le pouvoir aux citoyens qui peut déposer des idées et puis faire naître un débat dans son quartier avec les institutions locales. C'est une manière à généraliser au niveau du parti ou seulement à la ville de Bruxelles? Eh bien, c'est quelque chose qu'on souhaite voir s'appliquer partout. Alors, chaque commune peut adapter, évidemment, parce qu'il y a des cultures de débat qui sont différentes, mais la logique est la même et elle est partagée partout. C'est la participation citoyenne, très clairement, et en s'appuyant sur le numérique et Internet en particulier. Mais j'imagine que les collègues ont d'autres propositions qui vont probablement dans le même sens. Moi, je dirais que ce que Hamza a dit est très important, c'est l'importance de restaurer la confiance. Tout à fait. Et restaurer la confiance, ça ne se fait pas de manière théorique. Ça se fait en étant proche des gens, en étant à l'écoute des gens. Avec des actions. Et ce qui est très important, c'est que les gens sentent qu'il y a une sincérité. C'est qu'on ne fait pas semblant. Et ça, je pense que c'est quand même aussi une des choses que le CDH sait faire, c'est qu'il sait se rendre réellement présent, humainement présent. Et le citoyen, là, ne s'y trompe pas quand il sent cette confiance et cette présence. Alors, ce sont aussi une manière de recréer la confiance, c'est aussi de soutenir les démarches citoyennes. C'est aussi nous, par exemple, on voudrait qu'il y ait des ambassadeurs de quartier. Ça veut dire la compétence, elle est liée par les gens qui habitent dans des quartiers. Ils connaissent leur quartier. Alors nous, on a une vision un peu générale et c'est intéressant d'avoir une vision générale. Mais les choses plus précises, ce sont les citoyens, ce sont les habitants eux-mêmes qui le connaissent. Et donc, ce que nous proposons, c'est que on valorise cette expertise-là, si vous voulez, en nommant des ambassadeurs de quartier, des gens qui peuvent faire le lien entre ce qui se passe concrètement et l'administration. Et donc, il y a une reconnaissance du politique, du travail du citoyen. Qui sera le profil, en fait, de Alors, ces ce sont des ambassadeurs? personnes qui habitent depuis un certain temps dans un quartier, qui sont sensibles, évidemment, à la relation humaine, qui sont sensibles aux difficultés, et qui ont un certain sens aussi pas de la négociation, mais de la médiation. Écoute, la médiation, voilà. Et ainsi, c'est vraiment une histoire de relais. Et je pense que nous pensons que le mieux, c'est vraiment de faire confiance aux citoyens et de partir ce que lui vit, ce qu'il voit, et à partir de là, proposer que nous, en tant que politiques, on fasse des propositions qui puissent être relayées et qui puissent être confirmées. C'est une réalité ou c'est un projet en construction? C'est un projet en construction, mais il y a déjà pas mal de quartiers où il y a des comités de quartier qui font un excellent travail. Et je pense qu'il faut valoriser ça par une reconnaissance, par exemple, de manière annuelle, qui est vraiment une reconnaissance. Voilà, vous êtes reconnu comme ambassadeur de quartier, vous avez telle et telle aide pour y arriver. Voilà le soutien que la commune nous offre et que on ne joue pas avec les citoyens, mais qu'on le prenne au sérieux. Monir, au niveau de JET. Voilà, donc moi je rejoins complètement mes collègues, ce qui est logique, mais voilà, par confiance, voilà, la politique, je pense qu'on le fait tous parce que c'est une chose publique et on a envie de bien le faire. On est dans une démocratie représentative, donc on représente les citoyens et à partir du moment où le citoyen ne se sent plus représenté, forcément il y a des demandes qui arrivent. Et donc comme l'a très bien dit Hamza, ça se traduit par de la bonne gouvernance, de l'éthique et la démocratie participative. En termes de démocratie participative à JET, on a toute une série d'actions qu'on mène par des projets citoyens. Moi, au niveau de la culture, les projets culturels, j'essaye que ce soit la demande des citoyens et pas moi qui le propose, mais c'est souvent, je suis le relais des propositions des citoyens jettois. Donc, quand j'ai des artistes, des associations, des groupes qui viennent avec des propositions, on les met en place. Et je pense que ça, c'est de manière transversale ce qu'on essaye de faire. Maintenant, c'est clair qu'il y a une demande encore plus grande du citoyen, on le ressent, et on le voit même à travers, par exemple, la JET, le comité, le contrat de quartier Magritte, qui est un énorme contrat de quartier qui va rénover quand même toute une partie encore de la commune au niveau des quartiers SEGEM. Et là, c'est tout un processus sur 7 ans. C'est pas anodin que ce soit sur 7 ans parce que ça veut dire que ça dépasse une législature communale. Et donc, c'est bien la preuve que c'est pas un projet pour faire campagne, mais c'est un projet qui continue après les élections. Et donc, ce projet sur 7 ans, il est vraiment créé par les citoyens. D'ailleurs, les politiques vont pas aux réunions et il y a même un règlement qui fait que les mandataires politiques
sont priés de rester justement à l'écart de ces réunions citoyennes pour permettre vraiment à ce que le choix se fasse par les gens du quartier et c'est eux qui décident du projet dans lequel ils vivront. Et comme l'a dit, on a aussi ce projet de budget participatif, donc des citoyens qui viennent, ça c'est dans le programme, des citoyens qui peuvent venir avec des projets, des associations qui peuvent venir avec des projets. Alors on propose un budget et le projet qui l'emporte entre guillemets reçoit ce budget sur lequel les citoyens pourront le mener à bien. Donc voilà, je pense il n'y a pas de formule magique, c'est toutes des règles qui sont déjà existantes en réalité et qui doivent se faire, et puis de nouveaux projets de démocratie participative qui doivent aussi se mettre en place. Après, on n'a pas parlé de ça, mais tout est disponible aussi par rapport à tout ce qui est éthique, bonne gouvernance. Les mandats sont sur le site internet de la commune, puis il y a Cumuléo sur lequel tous les citoyens peuvent voir. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses en place et évidemment, il y a des projets, comme mes collègues l'ont dit. En fait, il y a en tout cas, je remarque un point en commun, c'est que vous parlez tous de l'implication du citoyen comme acteur en fait dans cette politique, et en même temps, il y a des vrais problèmes comme le chômage, comme le logement, sachant par exemple qu'à Molenbeek, il y a plus ou moins 52% de jeunes de moins de 26 ans qui sont au chômage, etc. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, justement, au-delà de la recréation de cette confiance qui pourra venir avec le parti et avec le travail que vous allez mettre en place? Je pense qu'avec les jeunes, il y a aussi une reconnaissance. Bon, Molenbeek a connu des moments extrêmement compliqués. Et difficiles aussi. Et j'ai été très frappée. Dernièrement, la reine Paola était venue parce que la fondation Paola a soutenu pas mal de projets dans les écoles. Oui. Et un des projets essentiels, c'était de rendre confiance aux enfants. C'était de travailler l'image des enfants. Et si on peut aider un enfant à retrouver confiance à lui, à le sortir de l'image négative qu'il a de lui, c'est un enfant qui regarde vers l'avenir de manière tout autre qu'un enfant à qui on a toujours dit « tu es comme ça, tu n'as pas de capacité, tu ne vaux pas la peine de… » etc. Et ça ne résout pas évidemment tous les problèmes de chômage, parce qu'il y a tout l'aspect socio-économique, économie sociale à mettre en place, les jobs, les aides aux jobs, etc. Mais si on peut faire aussi dans nos écoles un travail de valorisation, d'image de soi, des enfants, de donner des nouvelles clés de lecture, de donner des pistes aux enfants, aux jeunes, je pense que c'est essentiel. Il ne suffit pas de dire à un jeune « tiens, il y a un job là », si lui-même il n'a pas la conscience qu'il est capable de le faire, il n'arrivera pas à relever le défi. Mais si on apprend à un jeune qu'il a la force en lui, qu'il a la dignité en lui, et qu'il n'est pas ce qu'on a toujours voulu dire qu'il était, il aura aussi alors une plus grande conscience pour aller faire face aux défis qui lui sont donnés. Voilà, ça paraît fort théorique, mais dans les écoles, c'est quelque chose de très concret. Et ça m'a vraiment frappé de voir à quel point, dans certaines écoles, ce projet a vraiment donné énormément de fruits au niveau du travail des enfants. De la reconnaissance, etc. Voilà, au niveau des résultats des enfants, des enfants qui ont appris à lire avec joie, à écrire, à calculer. C'était pas gagné d'avance, mais ce travail-là a vraiment porté du fruit. Et moi, j'y crois profondément. Okay. Hamza, pour la même question. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Anne, qui est très important, juste avant on parlait de l'éthique et de la gouvernance, et on disait qu'il fallait redonner confiance aux citoyens. Dans les politiques d'emploi et de formation, il faut aussi donner de la confiance aux jeunes eux-mêmes, qu'ils regagnent de la confiance en eux-mêmes. Alors moi je suis à la ville de Bruxelles, comme je l'ai dit, je suis dans l'opposition, et on a une majorité PSMR qui franchement a un bilan nul en matière d'emploi et de formation. Quand je dis nul, c'est-à-dire qu'il y a eu 0 nouveau projet en 6 ans. 0, pas un demi, pas un et demi. Il n'y a pas eu de nouveaux projets sur la ville de Bruxelles en matière de formation ou en matière d'emploi, si ce n'est, j'avoue, un projet, un bus qu'ils ont acheté, qui s'appelle le bus pour l'emploi, et qui tourne dans les différents quartiers de la ville, 2 fois par semaine pendant 2 heures, donc 4 heures par semaine en tout, et dans lequel les jeunes sont censés trouver de l'information pour accéder à ce qui existe par la région, par Actiris, par Bruxelles Formation. Autant dire,
rien de concret pour le jeune qui cherche et qui se bat au quotidien pour trouver un job. Donc nous, ce que nous souhaitons, si nous revenons dans la majorité en octobre 2018, on veut évidemment remettre le maximum de gaz, le maximum de puissance dans les politiques d'emploi et de formation, comme on l'avait fait à l'époque sous l'ancienne législature. On avait fait pas mal de choses, on était devenu référent, on était cité en exemple comme commune, comme municipalité active dans les matières d'emploi et de formation. Par exemple, on avait créé quelque chose qui touche beaucoup les jeunes hommes en tout cas, qui cherchaient beaucoup dans les métiers de la sécurité. Vous savez que pour travailler dans la sécurité, il faut ce qu'on appelle la loi Tobac. Tout à fait. La loi Tobac qui coûte de plus en plus cher. Pour avoir la certification aujourd'hui de la loi Tobac, ça monte jusqu'à 1500, 1600 euros, rien que pour avoir le certificat de loi Tobac. Mais quand on est jeune, au chômage, sans revenus, sans moyens, trouver 1500 euros pour aller payer la loi Tobac, c'est pas évident. À l'époque, on avait dégagé un budget de la ville de Bruxelles pour financer le certificat à la place. Et donc, on disait aux jeunes, si vous voulez passer la formation, venez, on la paye pour vous, à condition que vous soyez présents pendant toute la formation. Et on avait négocié avec les grandes sociétés de sécurité pour garantir qu'ils allaient avoir une chance de trouver un job par la suite. Et ça a marché. On avait 60 jeunes par an, et puis c'est monté d'année en année, qui pouvaient bénéficier de ce budget. Donc ça fait, imaginez, 60 fois plus ou moins 1000 euros à l'époque ça coûtait. C'était 60 000 euros par an que la ville mettait pour rien que ce projet-là. Donc je le donne en exemple pour montrer qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire et qu'aujourd'hui la ville et la majorité PSMR n'a pas fait. Nous voulons mettre ce genre de choses en place dans la sécurité, qui est un secteur qui se développe très fort, mais dans tous les autres secteurs où il y a de la demande, et il y en a beaucoup. Autre exemple, c'est, je reviens avec mon dada du numérique, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. De plus en plus dans ces domaines-là, on cherche des programmateurs, on cherche des codeurs, ce qu'on appelle le code. Le code est quelque chose qui s'apprend plus ou moins vite, selon aussi les compétences et la sensibilité des personnes, mais ça peut aller de 3 mois à 2 ans. Et il y a des formations qui existent en 3 mois, il y a des formations qui existent en 2 ans. Mais il n'y a rien de nouveau au niveau communal qui est fait pour aider les jeunes à se former au code. Or, on cherche 3000 codeurs aujourd'hui en Belgique. 3000 codeurs. Aujourd'hui, le 16 juillet 2018, il y a 3000 postes de codeurs disponibles en Belgique. Et la plupart à Bruxelles, parce que c'est là que se passe le développement des sociétés dans le numérique. Et donc, il faut faire quelque chose. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire des partenariats avec le secteur privé. Il faut financer les formations à la place des jeunes qui n'ont pas les moyens de le faire. Et il faut créer des filières pour que ces personnes puissent tout de suite, après leur formation, mettre un pied à l'étrier. On l'a fait pour la sécurité, on l'a fait pour beaucoup de métiers des titres-services. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire pour les métiers du numérique et notamment le codage. Et enfin, je termine. Autre exemple de projet qu'on voudrait mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale. L'économie sociale, ce sont des initiatives souvent locales, qui partent d'ailleurs de besoins identifiés par les habitants eux-mêmes ou par les associations dans les quartiers, et qui créent une activité économique locale, mais qui met à l'emploi des gens du quartier. Et là aussi, il y a plein d'exemples qui peuvent se faire dans différentes communes d'ailleurs, pas qu'à la ville de Bruxelles. On en trouve dans les titres-services, on en trouve pour le linge, on en trouve pour la restauration. Moi-même, j'avais fondé un restaurant social de formation à Laken qui existe toujours, qui s'appelle Azoé à Laken. Donc, dans le jardinage, donc il y a pas mal de secteurs où on peut faire de l'économie sociale. Je regrette que de nouveau pendant 6 ans, la majorité PSMR n'ait pas fait le moindre projet d'économie sociale, mais bon, j'essaie d'être positif. Si nous revenons dans la majorité en octobre, ça, ce sera clairement un des axes sur lesquels on mettra le paquet avec les formations, comme je vous ai dit, et avec l'économie sociale. Voilà, nous on a de la chance à Gênes d'avoir 13 écoles et 2 hôpitaux, donc on a toute cette manne d'emplois potentiels qui fait que nos chiffres sont même en amélioration sur 6 ans alors qu'il y a un accroissement de la population. Maintenant, c'est clair que je rejoins Hamza, il faut une adéquation entre l'emploi et la demande et l'offre. Seulement, on oublie souvent, à force de chercher l'emploi, le bien-être au travail aussi et être à l'écoute aussi des jeunes. Pas un emploi pour un emploi, mais un emploi qui puisse être épanouissant pour le jeune
aussi, c'est un aspect important qu'on prend en compte. Et c'est ça que j'aime dans mon parti, c'est qu'à travers cette notion d'emploi, on peut parler aussi du logement et de l'éducation sur lequel on travaille beaucoup au travers de l'enseignement, c'est que cette question d'inclusion des gens dans la société, elle est vue avec la lunette familiale. Et cette lunette familiale, elle inclut tout le monde, et donc c'est très enrichissant de travailler dans un parti qui défend ces valeurs-là et qui regarde toutes les strates de la société pour contenter en gros tout le monde. Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'a fait faire le pas plus jeune au CDH. Okay. En fait, vous avez plus ou moins 5 priorités d'après le site et le programme du CDH, 5 priorités. Donc, on va essayer d'en parler une après l'autre. Donc, la première, c'est de susciter le meilleur de chacun pour l'éducation. Qui pourra nous parler de ce premier point? La question, l'éducation. L'éducation, oui. Qui veut commencer? Mais il y a 5 priorités. Je pense que une colonne vertébrale du CDH, c'est pas de dire à l'autre, on va te dire ce qui est bon pour toi et on va faire pour toi, ou on va te donner ce dont tu as besoin, mais c'est lui dire, deviens acteur de ton histoire, deviens acteur de tes études, deviens acteur de ton travail. Donc, c'est mettre quelqu'un debout, l'appeler à le mettre debout. Et l'enseignement, bien sûr, l'enseignement, c'est une priorité. Et on le sait tous. Quelqu'un qui n'a pas accès à la lecture, quelqu'un qui n'a pas accès à l'enseignement, se ferme énormément de portes. Et donc, c'est prioritaire que chaque enfant puisse avoir une place. Et on sait bien aujourd'hui, cruellement, au niveau des écoles, c'est difficile. Bon, Molenbeek a ouvert 2 nouvelles écoles l'année dernière. Il y a d'autres écoles qui s'apprêtent à s'ouvrir, l'école néerlandophone aussi. Donc, c'est vraiment une priorité pour nous de soutenir ce processus-là. Que chacun puisse avoir accès à l'école, mais pas n'importe quelle école aussi. Une école de qualité, une école où l'enfant peut s'épanouir. Donc, on sait bien que l'école, c'est vraiment la base de la connaissance, la base pour un travail futur, la base de l'épanouissement et voilà. L'apprentissage vers l'autonomie, etc. Oui. Tout à fait. Donc, le deuxième point des priorités. Pardon, si je peux juste rebondir, parce que ça m'a fait penser à un proverbe chinois très connu, que je ne vais pas dire en chinois, tout à fait. Mais c'est l'histoire de l'homme qui a faim et à qui on donne un poisson. Tout à fait. Et il mangera un jour. Oui, il faut lui apprendre. Et celui qui a faim et à qui on apprend à pêcher et il mangera tous les jours. C'est exactement ça. C'est la même chose. Ça résume assez bien la philosophie du CDH, en effet, par rapport en fait à la solidarité, au lien social, et donc la place de l'éducation dans cette solidarité et dans ce lien social. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à naviguer par lui-même plutôt qu'à faire de l'assistanat qui, à un moment donné, risque de s'arrêter et donc la personne risque de se retrouver sans rien. Et pour éviter cela, c'est l'éducation. Alors, vous avez sûrement entendu parler du pacte pour un excellence, pour un enseignement d'excellence. Ça, c'est un projet qui est porté par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où le CDH est présent, avec la ministre de l'enseignement qui est Marie-Martine Schins. Et très clairement, c'est le projet le plus important de la législature au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que c'est un projet qui dépasse, c'est pas un projet d'1 an ou de 2 ans, c'est un projet sur 10 ans ou sur 15 ans. On veut vraiment réformer tout le fonctionnement de notre enseignement, notamment en misant sur le début. Parce que souvent, quand on va chercher les raisons d'un problème, on dit, c'est l'enseignement. Mais quand on va dans l'enseignement, on dit, mais en fait, c'est à la maternelle que ça commence. Parfois, c'est même avant la maternelle. Et donc, le pacte pour un enseignement d'excellence, il met les moyens à partir de ce tout début, avant même la maternelle. Donc, on a augmenté les moyens des maternelles, on a dégagé les moyens pour recruter plus de 1000 enseignants dans les maternelles. Ça s'est fait, c'est en cours. Il y en a 400 qui ont été engagés, il y a encore 600 qui sont en cours de recrutement. Et au fur et à mesure, on va continuer d'augmenter les moyens pour le primaire et puis le secondaire et ainsi de suite, avec une logique qui est de ne laisser personne sur le bord du chemin. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les classes, dès le primaire, dès que les profs constatent qu'il y a des élèves qui décrochent, pour toute une série de raisons, eh bien, il va y avoir un suivi personnalisé de ces élèves dès la primaire, pour qu'ils puissent garder leur rythme et ne pas décrocher quand ils arrivent en secondaire. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant dans les discussions pour mettre les moyens nécessaires, parce que ça nécessite
des personnes en plus dans les écoles primaires. À côté du prof, il faut des profs qui ne se spécialisent que dans la remédiation et ainsi de suite. Donc ça, c'est typiquement la logique que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est éviter le décrochage scolaire en investissant dès la primaire, dès la maternelle, pour retrouver les fruits dans le secondaire. Alors le deuxième point des priorités du CDH, c'est mettre l'économie au service de l'humain. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'économie sociale, etc. Voilà. Donc est-ce que vous voulez encore développer en fait ce point-là? Je pense que c'est très important, surtout dans des quartiers où le niveau scolaire, entre guillemets, est parfois pas très élevé. C'est de donner des formations, de permettre à des gens justement de s'épanouir dans des métiers de service, même d'accueil au niveau du tourisme à Bruxelles, à Molenbeek, il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Au niveau de l'ORECA, d'ailleurs on a ouvert un hôtel, la commune a ouvert un hôtel justement d'économie sociale où des gens peuvent apprendre le métier d'hôtellerie. Le long du canal, il y a pas mal d'associations où dans l'ORECA, les gens peuvent apprendre la cuisine, servir, et ces gens, il y a plus de 90% d'embauche après avoir fait ces années de formation. Donc ce sont des choses qui marchent et il faut mettre les moyens financiers pour vraiment... parce qu'on ne se rend pas compte, mais donner un emploi à quelqu'un, c'est donner une sécurité à une famille, c'est donner une dignité à la personne et à toute la famille qui suit. Et ça, c'est un enjeu vraiment très très important pour notre société. Oui, et soutenir aussi les projets citoyens. On a parlé tout à l'heure du codage, on a parlé de Molenbeek, c'est un exemple très intéressant qui, je pense, doit être suivi parce que voilà, en investissant un petit peu dans ce type de projet, on voit que ça a des effets énormes. Donc ça, c'est je pense une des voies futures. Il y a aussi les emplois verts qui sont aussi toujours très présents, en plus de l'économie sociale, au niveau environnemental aussi. Là-dedans, il y a toute une série de métiers qui parlaient des jardins, des plantations, des choses comme ça, mais il y a aussi les panneaux photovoltaïques qui sont toujours présents. Donc ici à la commune, on en installe encore. On a vraiment un résultat. Et donc et avec des grandes économies d'énergie, donc c'est tous des investissements où je pense que le public et le citoyen doivent être en corrélation. Oui, Hamza. Oui, et pour terminer sur l'économie, en plus de ce qu'ont dit mes collègues, et surtout si on fait le lien avec le niveau local, on peut pas parler d'économie sans parler du commerce. Et pour nous, c'est quelque chose de très important, parce que le commerce de proximité fait aussi la qualité de la vie dans un quartier ou dans une ville. Si on n'investit pas dans le commerce de proximité, en fait, on désincarne la ville. Elle devient moins agréable, elle devient source d'insécurité, elle devient source de problèmes de tout ordre. Donc, vous trouverez toujours dans les programmes des communes du CDH, là où le CDH est présent, énormément d'attention portée sur le commerce, et notamment le commerce de proximité. Et aujourd'hui, que vit le commerce de proximité si on doit faire vraiment quelques points communs dans les différentes communes bruxelloises? C'est d'une part les grands projets de commerce qui sont autour et qui font qu'on doit encore plus investir dans le commerce à l'intérieur des 19 communes pour qu'il n'y ait pas de concurrence par rapport à ces grosses machines, pour garder le commerce dans les quartiers. Et le deuxième enjeu, c'est le commerce par Internet. Et donc là aussi, je reviens le numérique, mon dada, comme j'ai dit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau local et qui ne sont pas forcément faites. Je dis pas que les communes ne bougent pas, mais on pourrait bouger un peu plus. C'est d'aider les commerces. Quand on est un petit commerçant qui a une seule surface de commerce dans son quartier et on vit de ça soi-même et sa famille, on n'a pas forcément les moyens de gérer le commerce sur Internet. Quand on fait du commerce sur Internet, il faut du stock, parce que n'importe qui va sur un site doit pouvoir commander, il faut que la chose soit disponible, donc il faut gérer des stocks, on n'a pas toujours les espaces pour faire ça. Il faut la livraison, quelqu'un qui commande achète pour un commerce qui se trouve à Laken ou à Molenbeek ou plus loin à Ixelles ou ailleurs dans Bruxelles, il faut quand même livrer. Or, un petit commerce tout seul ou deux commerces tout seuls ne peuvent pas gérer ça. Les communes peuvent aider. Les communes peuvent, et ça c'est dans notre programme, les communes peuvent financer une gestion collective des stocks et de la livraison pour toute une série de commerces dans un noyau commerçant. Ce qui leur permet d'exister aussi en ligne et donc de mutualiser la gestion d'un entrepôt et la gestion de la livraison, que ce soit la livraison par vélo. Ça fait partie du projet du CDH. Ça fait partie des propositions qu'on met dans notre programme pour dire que il faut pas juste dire oui mais Amazon sera toujours plus fort et donc il faut pas aider nos commerces Place du Miroir ou pour parler de Jet ou Marie-Christine à Laken ou ailleurs, Chaussettes-Gand à Molenbeek ou ailleurs. De toute façon, ils feront pas le poids parce que on ira toujours sur Amazon. C'est faux. C'est faux. Les gens aiment le lien
de proximité. Et si nos commerces, par zone, peuvent avoir cette logistique commune, ça peut créer une dynamique locale et tout le monde y gagne. C'est une vision, c'est une vision de la ville à taille humaine en gros, hein, donc qu'on défend. Et le fait, ça a des impacts aussi collatéraux. On voit que maintenant les grands commerces, les grands hypermarchés, maintenant c'est des petits GB, de l'aise de proximité, etc. Ça fonctionne parce que derrière il y a d'autres aspects et que nous prenons en compte, notamment la mobilité douce. Ça évite de prendre la voiture, ça diminue le trafic dans Bruxelles. Et ces commerces de proximité aussi, ça crée du lien humain. Donc avec les seniors, par exemple, à Jette, aller chercher en bas de chez soi ou pas loin, à quelques centaines de mètres, les produits dont on a besoin, c'est quand même une autre logistique que partir en dehors de la ville dans un grand hypermarché. Donc clairement, il y a une vision aussi d'une ville à taille humaine, d'une ville où on crée du lien social, du lien avec les gens, et tout ça fait tourner l'économie. Donc tout ça fait partie de l'emploi local. Oui, en fait, je voulais rebondir, mais Mounir en a déjà parlé. Par rapport au numérique, on doit être vigilant quand même par la fracture du numérique, parce que tout le monde n'y a pas accès. Donc c'est essentiel de le développer, parce que la majorité des personnes n'ont accès. Mais il ne faut pas oublier la minorité qui n'a pas accès au numérique. Et donc il faut lutter contre cette solitude. D'autres projets pour cette minorité. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi un projet important pour nous, c'est de lutter contre la solitude. C'est que des gens ne soient pas complètement perdus parce que, ben oui, ils n'ont pas accès au numérique. Et donc ils se sentent coupés du monde parce que eux n'ont pas cette facilité-là. Et donc il faut soit construire des ponts, c'est-à-dire permettre qu'il y ait des gens qui viennent à domicile, qui aident, qui soutiennent, qui expliquent, soit il faut permettre à ces gens de continuer à sortir de chez eux, d'aller à la rencontre. Et donc on arrive là dans le thème des aînés. Et bon voilà, moi c'est un thème qui est très très important pour moi, auquel j'ai beaucoup travaillé pendant toutes ces années. Mais très important. Oui, et des aînés sont nombreux dans toutes nos communes. Hein. Il y a une richesse d'histoire. Ce sont des gens qui ont quand même accompli beaucoup de choses, qui ont vécu beaucoup de choses. Et donc, il faut respecter les aînés. Et il faut leur permettre, à ceux qui le peuvent, d'avoir accès à ce numérique. Il faut donner des cours. Nous, on a créé des cours d'informatique. On leur a permis d'avoir accès à cette communication. Et ceux qui ne peuvent pas, parce que c'est vraiment trop compliqué, eh bien, il faut créer des ponts. Il faut travailler soutenir toutes les associations qui permettent à ce que les gens restent chez eux, mais ne restent pas seuls chez eux, ne restent pas isolés. Et donc, il faut soutenir tout ce secteur social, d'aide à domicile, de soutien à domicile, de transport pour personnes âgées, etc. Et bon, après, on pourra parler du handicap. Mais ça, c'est pour le CDH, c'est très, très important d'accompagner les gens jusqu'au bout dans leur dignité et particulièrement les aînés. Alors il y a je pense un troisième point sur les priorités du CDH, c'est de conclure un nouveau contrat social ou un contrat de société plutôt. Social, c'est Jean-Jacques Rousseau. Ça. Oui, c'est Rousseau. Donc un contrat de société, ça veut dire quoi? Alors ça c'est une phrase qui résume des dizaines et des dizaines de pages dans le programme national du CDH, mais qui ont pour point commun de porter sur ce qui fait l'ADN du CDH, c'est-à-dire le lien social. Le contrat social, c'est un peu ça. On retrouve dedans tout ce qui fait que on vit bien ensemble. On y retrouve donc la solidarité, toute la protection sociale. Ça, c'est des matières fédérales, c'est pas communal, mais ça fait partie de ce contrat social. C'est faire en sorte que, au niveau fédéral, avec toutes les réformes que la majorité actuelle est en train de faire, elle détruit la sécurité sociale, elle fragilise la protection sociale. Et donc, nous, on se bat contre ça. Et notre objectif, mais ça, c'est 2019, les élections fédérales en 2019, si on a la possibilité de revenir au pouvoir, c'est consolider la protection sociale, assurer son financement, sans rentrer dans les détails, mais il y a toute une série d'éléments qui font que il y a de moins en moins d'argent qui va pour financer la sécurité sociale, donc il faut qu'on remette de l'argent dans la sécurité sociale. Ça, c'est un des éléments importants du contrat social. C'est la solidarité, la protection et la sécurité sociale. Il y a un autre élément qui joue aussi dans le fait de bien vivre ensemble, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui. Avant, on disait que la sécurité ne concernait qu'une partie de la population et on considérait que les classes populaires en général, eh bien, c'était pas trop leur affaire, que la sécurité, ils vivaient bien sans ou c'était pas une priorité. C'est faux. Tout le monde a besoin de sécurité
La sécurité sociale, bien sûr, mais ça commence par la sécurité physique, la sécurité de l'esprit, la sécurité de la santé, le bien-être, tout ça, c'est de la sécurité. Et donc, pour nous, le contrat social qu'on veut consolider passe aussi par ça. Alors, la sécurité, c'est pas uniquement avoir plus de policiers dans la rue, c'est aussi des politiques de prévention, mais c'est aussi des politiques de prévention intelligentes, entre guillemets, c'est-à-dire qui se font en lien avec tous les acteurs de la vie de quartier. Et là, je reviens à la vie locale. Notre programme, par exemple, à la ville de Bruxelles, vous savez que la ville de Bruxelles a une zone de police avec XL, qui est la plus grande zone de police de Belgique. 3000 policiers sur la zone, c'est beaucoup. Mais on a l'impression que la police de proximité, c'est un peu le parent pauvre. On voit nos policiers qui sont souvent appelés à gérer les manifestations, à gérer les sommets européens. Regardez le sommet de l'OTAN, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Figurez-vous que pendant la Coupe du Monde, on n'a pas eu d'écran géant à la ville de Bruxelles. Heureusement que Jette avait un écran géant place du Miroir. Mais on n'a pas eu d'écran géant à la ville de Bruxelles parce qu'il n'y avait pas assez de policiers disponibles, nous a dit le bourgmestre, parce qu'il voulait les garder pour le sommet de l'OTAN. Mais ça ne va pas. On est en train d'enlever de la police de proximité qui, du coup, a enlevé des occasions de vivre ensemble et de créer du lien entre les habitants parce qu'il y avait le sommet de l'OTAN. Ça ne va pas. Donc, bien sûr qu'il faut plus de policiers, et notamment pour la police de proximité, mais je disais une politique de prévention intelligente dans chaque quartier de la ville. Nous, on pense que dans chaque quartier de la ville, il faut que ces plans de sécurité et de prévention soient réfléchis avec la police, bien sûr, avec les associations de prévention. À Bravo, il y en a une qui à la ville de Bruxelles, il y en a une qui s'appelle Bravo. Oui. À Molenbeek, il y en a une qui s'appelle la CLES, je pense. Oui. J'imagine qu'il y a la même chose à Jette et dans les autres communes. Ces associations ont une expertise, elles doivent discuter avec la police. Mais c'est pas tout. Il faut que les associations de quartier soient autour de la table, que les écoles soient autour de la table, que les clubs de sport soient autour de la table, que les comités de quartier soient autour de la table. Parce que la prévention et la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, il faut que tous ces gens se parlent tous les 2 mois et ensemble réfléchissent à ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité dans un quartier. Ça fait aussi partie donc de notre contrat social, comme on le dit, avec, comme je l'ai dit, sécurité sociale, mais aussi sécurité dans la vie quotidienne. Un bel exemple, c'est les allocations familiales qu'on a défendues aussi avec Céline Frémaux. Là, aucune famille ne perd, quand même, c'est un exercice assez extraordinaire parce que, voilà, on en arrive à ce que toutes les familles, enfin 78% des familles augmentent et les 22% restants ne perdent rien. Et ne perdront rien, donc c'est quand même un exercice assez exceptionnel sur lequel je pense qu'on peut dire qu'on s'est fortement battu là-dessus, et voilà, ça fait partie aussi des aspects sur lesquels qu'on ne voit pas peut-être, mais sur lesquels ils sont très importants pour nous. Moi, je voulais simplement dire, par rapport à tout ce que tu disais, Hamza, quelque part, c'est que le citoyen se réapproprie sa responsabilité par rapport à la vie. Et au niveau communal, c'est quand même très très important que chacun, quelque part, se sente un minimum responsable, bien sûr, de sa famille, mais aussi du bien-être de ses voisins. La sécurité, c'est aussi une affaire de voisinage, de l'entraide. Et c'est couper un peu cette individualisation, cet égoïsme, entre guillemets, qui peut apparaître dans nos communes, et dire, mais redevenons ensemble co-responsables, co-gestionnaires. Retravailler ce contrat, en fait, ensemble. Voilà, retravailler ce lien social pour le bien-être de tous. Et aussi, quand on se sent concerné par quelque chose, c'est aussi valorisant. Oui. Alors, un 4e point concernant les priorités du CDH, c'est rassembler par le territoire. Ça veut dire? Alors ça, c'est un titre de nouveau du chapitre du programme national. Tout à fait. Rassembler par le territoire, c'est là qu'on retrouve toutes les politiques liées à l'endroit où on vit. Et donc, de nouveau, pour faire le lien avec les communes, c'est très bien. C'est là où on retrouve toutes nos propositions en matière de logement, en matière de mobilité, en matière d'aménagement du territoire, en matière de développement économique, tout ce qui fait en fait que le territoire est un lieu vivant, qui se développe, qui est accueillant pour la population. Et donc, pour rentrer un peu plus peut-être dans le concret, les politiques de logement par exemple, Céline Frémaux, qui est CDH, la ministre CDH en matière de logement, a fait pas mal de choses ces dernières années positives pour les Bruxellois. Qu'est-ce qui se passe en fait à Bruxelles? Depuis une dizaine d'années, il y a une augmentation de la population et il y a une dualisation de la population. Ça veut dire qu'il y a des gens très très riches qui, eux, n'ont pas de problème pour se loger, et des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui sont soit très pauvres, soit moyennement dans la classe moyenne, comme on appelle, et qui, eux, ont des problèmes financiers pour trouver à se loger.
Donc, il faut répondre à ce problème. C'est ce que Céline essaye de faire depuis un certain nombre d'années. Et il faudra encore un certain nombre d'années pour régler définitivement. Il ne faut pas mentir aux gens en disant il y a une proposition qui va régler tout. Mais ça passe par plusieurs mesures. Je vous donne quelques exemples de choses qu'elle a réalisées. D'abord, sur le logement social, très important à Bruxelles. On a une liste d'attente qui est très importante. 40 000 personnes aujourd'hui, ménages, sont en situation d'avoir du logement social, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Construire du logement social, mais ça prend du temps de construire du logement, et donc l'attente risque d'être prolongée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il y a du logement social qui se construit. Mais on a essayé de trouver des mesures alternatives. Par exemple, la location loyer. Le principe, c'est quoi? C'est de dire, si vous êtes dans les conditions du logement social, normalement, vous avez droit à un logement social. S'il n'y en a pas, c'est pas de votre faute. Donc, on va essayer de vous compenser le loyer que vous payez et payer la différence pour que vous ne payiez que ce que vous auriez payé si vous étiez dans le logement social. Et donc, cette différence-là, elle est payée par le pouvoir public. Avant de le faire de manière généralisée, notamment pour des raisons budgétaires et pour des raisons aussi d'impact sur les prix du marché, le gouvernement a mis une expérience pilote en place et elle est en cours pour le moment. Donc, il y a un budget qui a été fait et il y a une expérience pilote en cours. L'évaluation de l'expérience pilote va donner des enseignements pour la suite. Et ça, ce sera la discussion pour 2019. Mais ça, c'est très important. Tout à fait. Un deuxième exemple de mesure que Céline a prise pour essayer aussi d'aider les familles qui sont dans le besoin social de logement, c'est ce qu'on appelle les agences immobilières sociales. Les AIS. Les AIS. Le principe, c'est de nouveau assez simple. Vous êtes dans un logement privé, vous êtes propriétaire d'un logement privé, d'accord? Soit vous louez à quelqu'un, et donc c'est vous qui cherchez le locataire, c'est vous qui vous assurez qu'il vous paye et des choses comme ça. Quand il y a des réparations, c'est vous qui les faites, évidemment. Et donc ça, c'est la logique normale pour un propriétaire. L'agence immobilière sociale va aller chez vous, elle va vous dire, donnez-moi votre appartement, je vais m'en occuper. Faire la gestion. C'est moi qui vais le gérer. C'est moi qui vais trouver la personne qui va le louer. Et si pendant 2 mois, 3 mois, il n'y a personne, vous aurez quand même votre loyer garanti. Mais en échange, vous allez demander un loyer plus bas. Et en fait, tout le monde gagne. Beaucoup de propriétaires sont contents de donner la gestion à quelqu'un d'autre et ils ont un loyer garanti. Et les familles qui cherchent un logement moins cher que le prix du marché sont contentes parce que les prix sont plus bas. Et ces appartements et ces logements ne sont pas dans des tours à des endroits précis, ils sont partout dans la ville. Et donc, Céline Frémaux a dégagé des montants, elle a doublé les moyens pour augmenter l'offre de logements en AIS sur Bruxelles. Donc, si vous êtes intéressé et que vous nous écoutez, allez voir sur le site internet, tapez dans Google Agence immobilière sociale Bruxelles et vous trouvez toute une série d'informations dans ce domaine. C'est très intéressant. Voilà, ça ce sont deux exemples très concrets parmi beaucoup d'autres que la ministre Céline Frémaux a prises pour améliorer la situation du logement en région bruxelloise. Maintenant, au niveau communal, il y a aussi beaucoup de choses à faire, mais je vais peut-être laisser mes collègues aussi. Par rapport aux AIS, à Molenbeek, par exemple, l'offre a vraiment fortement augmenté ces 6 dernières années, donc c'est vraiment un projet qu'on a soutenu. Et puis je pense qu'il est important aussi, c'est la rénovation des logements sociaux. Il ne suffit pas d'avoir des logements sociaux, il faut qu'ils soient aussi dans un état... Dans un état, oui. Et donc là digne. Aussi, pour nous, c'est une priorité du CDH à Molenbeek, CDH et DNV, parce qu'on fait la liste ensemble. Oui. C'est vraiment aussi la rénovation du parc immobilier social de la commune, parce que c'est très important aussi de travailler ça. Et puis, si on construit des logements sociaux, c'est aussi important de veiller à construire des logements moyens. La mixité sociale est importante, à tout point de vue, pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas non plus dire à Molenbeek comme une pauvre, il faut y construire que des logements sociaux. Non, il faut aussi veiller à ce que des familles et des personnes à revenus moyens puissent décider de rester habiter dans la commune parce que des logements leur conviennent. Voilà, un autre aspect aussi important rassemblé par le territoire, c'est la mixité et la mixité aussi sociale. Donc éviter justement d'avoir des territoires où on a toute une partie de la commune où sont situés les logements sociaux et puis toute une partie en haut de la commune où se retrouvent pour caricaturer un peu les villas et les belles maisons. Donc l'idée c'est vraiment pour vivre ensemble, habiter aussi ensemble. Et donc par habiter ensemble, c'est justement tous ces nouveaux projets dont Hamza parlait. Je peux aussi rajouter les projets mixtes, de logements mixtes, où vraiment on fait en sorte qu'il y ait une mixité sociale dans les locataires, de manière à ce que les gens qui vivent ensemble se côtoient et qu'il n'y ait pas justement cette forme d'inégalité, de dualisation de la société. Je pense que pour certains c'est une malchance, mais à mon sens c'est une chance pour Bruxelles.
on n'a pas, comme la plupart des villes européennes, une périphérie pauvre. C'est plutôt le contraire. La périphérie, entre guillemets, elle se trouve à l'intérieur de Bruxelles, dans des quartiers, et donc on les voit. Et donc on peut pas passer à côté, et donc on est obligé d'agir. Et je pense que c'est aussi nous le voyons comme une opportunité de pouvoir faire des projets comme on a parlé tout à l'heure du contrat de quartier. Il y a le contrat de quartier ici à Jette à Magritte, mais il y a le contrat de quartier à Bailly-à-Forêt, il y a des contrats de quartier à Saint-Josse, il y a des nouveaux contrats de quartier qui sont en route à Molenbeek, Anderlecht. Donc voilà, ça je crois vraiment que c'est une des pistes futures pour rassembler par le territoire. Oui. Alors il y a un dernier point par rapport aux priorités du parti, du CDH, c'est de construire le vivre ensemble. Et là j'ai une question, qu'est-ce que vous pensez de la coalition des 40 ONG belges qui ont créé en fait une sorte de mouvement pour demander au centre interfédéral de créer une plateforme contre le racisme en Belgique, et les Diables Rouges l'ont bien montré pendant le mondial, qu'il est possible justement de vivre ensemble en Belgique. Les Diables Rouges ont montré que quand on a un projet commun, on regarde tous vers un avenir, on regarde tous vers un lieu, et c'est ça qui est important. Si on fait trop du nombrilisme, alors on est perdu. Et c'est ça qu'il faut trouver dans la société, dans les communes, c'est de proposer des projets communs dans lesquels chacun se retrouve, où ben oui, il y a des défis à relever, c'est pas facile, ils ont dû se battre, ils ont dû perdre un petit peu de sueur, mais voilà. Puis cet esprit de solidarité, de multiculturalité, de travailler ensemble. C'est dans l'ADN du CDH. Le CDH, c'est le Centre démocrate humaniste. Donc, nous sommes humanistes. On ne peut pas être humaniste et ne pas être universaliste, c'est-à-dire prendre la personne dans toute sa diversité, toutes les diversités. Ça fait partie de ce que nous sommes dans notre vision de la société. Et donc, quand on était au fédéral à l'époque, Joël Milquet a été ministre de l'égalité des chances au niveau fédéral. Il avait fait beaucoup de choses, et encore aujourd'hui, on parle de son bilan, très positif par rapport au respect de la différence et au respect de la diversité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, on n'a pas changé. On défend toujours la même chose. Donc, bien sûr qu'on soutient l'appel de ces ONG pour aller dans un plan national, pour peu que le mot veuille encore dire quelque chose, un plan national de lutte contre le racisme. Et c'est vrai que vous faites bien de citer les Diables Rouges. Moi, j'espère vraiment que cette communion nationale autour des Diables Rouges crée un contexte, un peu un contexte psychologique dans l'opinion publique, où on va retrouver du bonheur dans la différence. Parce que ces dernières années, et certains ont contribué à jeter de l'huile sur le feu, on a plutôt l'impression que la différence est devenue un problème, et que chaque fois que quelqu'un pouvait souligner une différence pour dire qu'il y a un problème là-dedans, il le faisait. Et donc ça, c'est pas la bonne manière de faire, on pense. Et donc, profitons de ce climat de joie et de bonheur que les Diables nous ont offert, pour peut-être remettre un peu un esprit positif autour de la diversité, autour de la différence. Voilà, si je peux me permettre, tombons pas dans le piège de la France en 98 avec la France black, blanc, beurre. Je pense que à court terme, ça peut être joyeux et valorisant, mais à long terme, je pense que c'est à la limite, c'est discriminant. Je pense qu'on est pas seulement au niveau du racisme, mais toutes les formes d'inégalité, on y travaille, que ce soit l'inégalité homme-femme, que ce soit la personne handicapée, que ce soit au niveau des âges, les personnes âgées qui sont mises sur le côté de la société. Voilà, il y en a pas une à mettre plus en avant que l'autre. Il faut qu'on les défende tout ensemble, et c'est ça l'esprit du CDH, en parlant d'humain, ce qu'on prend de manière transversale, qu'ils soient hommes, femmes, issus de X immigration. Donc, une des clés, à mon avis, et on les a citées ici, futures, elles sont simples au fait, hein, comme disait, je crois que Leonardo de Vinci disait, la simplicité c'est le raffinement suprême. Et ben l'emploi, le logement, l'inclusion à travers l'enseignement, c'est ça les vrais combats, c'est sur ça qu'on se bat. On se répète peut-être, mais c'est pas simple. C'est là que sont les inégalités entre les écoles. Oui. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et bon, j'en profite pour en parler parce que c'est ma compétence et que je sens bien que c'est la clé pour une forme de cohésion, la culture. Tout à fait. Je veux dire, les théâtres, les musées, tous les échanges, l'ouverture d'esprit, elle se fait là. Et donc, pour moi, c'est quelque chose à investir et à réinvestir, que ce soit au niveau communal, dans toutes les communes. On a des projets à Jette,
voilà, on fait beaucoup de choses au niveau culturel à Jette par plein de petits événements qui touchent tout plein de gens dans toutes les dimensions. Après, on a je pense qu'un des futurs projets sera au niveau structurel. On manque de structure. Notre plus grande salle à Jette fait 200 places, elle est très rudimentaire en termes de scène, de tout, elle manque de tout, et donc à ce niveau-là, au niveau structurel, il faut réinvestir, il faut soutenir les associations qui travaillent justement à cette cohésion sociale au niveau culturel, au niveau social, comme on a pu le citer. Il faut, voilà, je pense que nous, en tant que politique, on a ce rôle-là au niveau communal d'être un peu un facilitateur, un relais, une interface pour les gens. C'est vraiment ce rôle-là qu'on doit continuer à... Il nous reste 2 minutes, un dernier mot chacun sur, sur le futur du CDH et par rapport aux élections communales. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous voulez dire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs pour les convaincre à voter sur vous par rapport à tout ce que vous avez dit. Hein. Si vous voulez, vous êtes les premiers qui passent. Si vous voulez, mais je peux vous dire au niveau jettoir, c'est que si vous voulez qu'on mène notre programme à fond, faut nous soutenir, et avec une majorité absolue, c'est sûr, c'est plus facile. Mais voilà, nous, on est déjà en place, donc on va poursuivre en innovant. Il y a de nouvelles personnes aussi qui vont nous rejoindre, on l'espère. Donc notre but, c'est de continuer. On espère que la nouvelle place miroir, tous les projets qui se mettent en place, que ce soit au niveau structurel, que ce soit en soutien des associations, tout, ont plu aux citoyens et qui nous redonneront leur confiance, parce que c'est ça, à la fin, c'est une histoire de confiance par rapport au projet qu'on défend, et que les gens croient en ce qu'on fait. Et je pense qu'on le fait tous au niveau local. Donc j'espère que ça se traduira le jour des élections. Moi, je pense qu'il faut voir le chemin qu'on a déjà accompli dans ces dernières années. Alors, on n'a pas fini. Il y a encore beaucoup de travail sur la planche. On a une équipe qui y croit. Mais bon, la liste CDH et DNV, avec entre autres Benjamin Dagle et Ahmed Elkanous, voilà, je pense que ce sont des gens qui y croient, qui ont un projet. Et ensemble, on veut continuer à tisser le lien social. C'est essentiel pour nous. Créer des plateformes, faire que les gens se rencontrent, travailler au respect et travailler à la confiance. Hamza. Alors moi je suis de la ville de Bruxelles, où il y a une majorité PSMR qui est en place, et j'espère que ce sera la fin de cette majorité, parce que elle s'est fait connaître avec 2 grands projets, le stade et le piétonnier, qui sont maintenant reconnus par tout le monde comme étant 2 grands échecs de la majorité, qui montrent bien un peu leur logique, c'est-à-dire passage en force, pas de concertation, pas de respect de la discussion avec les habitants, et surtout des grands projets, et pas investir dans la vie des quartiers. Nous, on propose exactement le contraire. On veut de la concertation, et on veut partir de la base avec les habitants. Et le CDH a donné un bon souvenir de son passage de 2006 à 2012. On le sent encore aujourd'hui quand on discute avec les habitants. Donc, on connaît la ville, les gens nous connaissent, notre liste est représentative de la ville, on est à l'image de la ville, et donc on souhaite vraiment que les citoyens nous refassent confiance pour retourner dans la majorité et effacer ces 6 années qui sont un peu des années perdues pour les habitants, pour essayer de construire l'avenir avec les habitants. Merci Hamza, merci Anne, merci Mounir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se termine notre émission. À lundi prochain. Merci.